Ferme les yeux. Visualise une plage, le sable doré, les vagues qui s'écrasent sur la rive. Un coucher de soleil qui teinte tout d'orange. Ce que tu viens de voir dans ta tête, je l'ai jamais expérimenté. Jamais. De ma vie. Quand je ferme les yeux et qu'on me demande d'imaginer, je vois du noir. Juste du noir. Pas d'image, pas de couleur, pas de visage, même pas celui de ma mère. Et j'ai vécu 21 ans sans savoir que c'était différent pour les autres. Ton cerveau et le mien sont fondamentalement différents, et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Notre équipement mental, la façon dont nous pensons, nous souvenons, nous ressentons, varie radicalement d'une personne à une autre. Mais ces différences restent invisibles. Et cette découverte, elle a transformé la compréhension de toutes mes relations. Ces moments où tu comprends pas pourquoi cette personne réagit comme ça. Ces conversations où vous semblez parler deux langues différentes. Je vais cartographier ces mondes mentaux invisibles. Tu vas découvrir à quel profil tu appartiens et tu comprendras enfin pourquoi certaines personnes te semblent incompréhensibles. Et surtout, tu verras plus jamais tes interactions de la même façon. C'était il y a quelques mois. Un voyage au Maroc, une soirée de Nouvel An avec d'autres entrepreneurs. Une conversation presque banale avec une fille que je venais de rencontrer, Anna. On parlait de Nikola Tesla. Bon, elle est serbe, ils ont pas beaucoup de fierté nationale, je sais pas trop, ils font avec ce qu'ils peuvent. Et elle me racontait comment Tesla pouvait visualiser ses inventions dans le moindre détail dans sa tête avant même de les construire. L'observer sous tous les angles, puis la démonter pièce par pièce. À un moment, elle fait une pause et me dit « Mais moi je peux pas faire ça, je suis aphantasique, j'ai pas d'image dans ma tête. » Le mot m'a frappé. La fantaisie. L'incapacité à générer des images mentales. Attends, moi aussi j'ai ça. Je vois rien dans ma tête même si j'essaye. J'en avais vaguement conscience depuis quelques années, mais comme j'avais jamais rencontré quelqu'un comme moi, j'y accordais que très peu d'importance. Je mettais ça de côté comme une curiosité sans conséquence. Et là, ça a commencé. On est devenus les attractions du jour. Les gens autour de nous étaient un peu fascinés, intrigués, ils nous posaient des questions, ils nous testaient. Donc tu peux pas voir un chien dans ta tête. Donc tu peux pas revoir le visage de ta mère. Comment tu te souviens des choses alors? Et franchement, je pouvais pas trop répondre. Je comprenais absolument pas comment mon cerveau fonctionne et je m'y étais pas vraiment intéressé. C'était la première fois que je prenais vraiment conscience que la plupart des gens voyaient réellement des images dans leur tête. Pas juste au sens figuré, littéralement. Ils peuvent manipuler des objets dans leur esprit, revoir des scènes de leur vie comme dans un film. Quand je suis rentré, j'en ai parlé à ma famille. Leur stupéfaction m'a confirmé à quel point j'étais différent. Ils peuvent tous faire comme Tesla, visualiser en 3D, faire tourner des trucs dans leur tête. C'est incroyable. Pour eux, voir dans leur tête, c'est aussi naturel que de respirer. Donc là, je te cache pas que j'ai le seum. Il me manque un sens. Je suis handicapé en fait. Mais cette découverte n'était que le début. Parce que si je fonctionnais si différemment sur la visualisation, sur quoi d'autre je suis radicalement différent? Et surtout, combien d'autres mondes invisibles il existe autour de moi? Et si je te disais que peut-être toi aussi, tu vis dans un monde que les autres ne peuvent pas voir, que ta façon de penser, de ressentir, de te souvenir est peut-être profondément différente des autres personnes autour de toi. Quand je suis rentré du Maroc, j'étais euphorique. J'avais enfin un nom pour ce que je vivais, une explication. Mais quelques semaines plus tard, la réalité m'a rattrapé. Ok, je sais maintenant que je suis différent, que mon cerveau fonctionne autrement. Et alors, des personnes comme Anna, j'en croise jamais pour le reste du monde, ma famille, mes amis, mes proches. Comment je leur explique que quand ils disent « imagine », je vois littéralement du noir? Comment je peux créer des connexions vraiment profondes avec des gens qui habitent un monde que je peux pas expérimenter? Et là, j'ai commencé à flipper. Parce que si moi je suis différent, ça veut dire quoi pour tous les autres? Combien de personnes autour de moi vivent dans des réalités que je peux même pas concevoir? J'ai commencé à creuser. D'abord par curiosité, puis par nécessité. Il fallait que je comprenne l'ampleur du problème. Et là, j'ai découvert un monde. Il n'y a pas seulement les visualiseurs et les aphantasiques, il y a tout un spectre de modes de pensée. Certaines personnes vivent avec un narrateur constant dans leur tête, une voix qui commande tout, qui lit ce qu'ils écrivent, qui formule leurs pensées avant même qu'ils ne parlent. D'autres, comme moi, ont un cerveau sur off par défaut, un silence mental paisible, et ils doivent choisir consciemment d'activer leur réflexion. Et puis il y a ceux qui n'ont pas de voix intérieure du tout. Tiens, test rapide. Quand tu fais rien de particulier, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce qu'une voix commente constamment ce que tu vois et ressens? Si j'écris un mot à l'écrit, est-ce que tu l'entends dans ta tête quand tu le lis? Ta réponse révèle déjà en partie dans quel monde tu vis. Et ce monde pourrait être radicalement différent du mien. Et ce qui est fascinant, c'est que les personnes qui ont une voix intérieure constante ont souvent du mal à comprendre comment on peut éteindre ses pensées. Exactement comme moi, j'ai du mal à comprendre comment on peut voir des images. Mais ça s'arrête pas là, il y a aussi la façon dont on ressent, ce qui touche aux émotions du coup. Certaines personnes ressentent d'abord,
puis analysent. Quand elles entendent une nouvelle, elles la ressentent dans leur corps avant même de l'avoir comprise. D'autres comme moi analysent d'abord. Je comprends intellectuellement ce que les autres ressentent, mais je le ressens pas moi-même. Tu vois par exemple la colère. J'ai littéralement aucun souvenir de moi en colère après l'âge de 5 ans. Les gens autour de moi s'énervent, s'emportent, et moi je reste là, détaché, analysant la situation. Et soudain, j'ai réalisé l'ampleur du problème. On utilise les mêmes mots, je me souviens, je ressens, j'imagine, mais on parle à chaque fois avec les mêmes mots d'expériences totalement différentes. Quand quelqu'un me dit « Tu te rappelles de cette soirée l'été dernier ?» Il revoit probablement des images, des couleurs, des visages. Il revit littéralement ce moment. Alors que moi, je cherche dans ma base de données, je sais que j'étais là, je sais qui était présent, mais je ne vois rien. On pense parler de la même chose, mais on vit dans des réalités parallèles. Et ça m'a amené à une question, si nos cerveaux fonctionnent si différemment, est-ce qu'on se comprend vraiment? Ou est-ce qu'on est tous condamnés à rester seuls dans notre monde invisible? J'ai passé des semaines avec cette question en tête. Peut-être que la solution, c'est de comprendre comment mon cerveau fonctionne vraiment. Et c'est là que la vraie exploration a commencé. Armé de toutes ces découvertes, j'ai naturellement voulu partager ça à tout mon entourage. Tu sais, cette excitation quand tu découvres quelque chose de fascinant et tu veux absolument que les autres le voient aussi. Sauf que comment expliquer à quelqu'un qu'il vit dans un monde que tu peux pas expérimenter? Comment leur faire comprendre que quand ils disent « imagine », tu vois du noir? J'ai essayé. Vraiment essayé. Mais soit les gens ne comprenaient pas du tout de quoi je parlais, soit ils trouvaient ça intéressant sur le moment et passaient à autre chose 5 minutes après. Et là, j'ai commencé à me demander si j'étais condamné à rester seul avec ça. Si cette différence allait toujours être un mur invisible entre moi et les autres. Mais c'est là que j'ai revu Anna. Quelques mois après le Maroc pour un stage de parachute. A priori, se jeter d'un avion à 4000 mètres dans le vide, c'est une compensation logique quand t'as pas d'image dans ta tête. J'en sais rien. Et en discutant avec elle, j'ai vraiment commencé à comprendre que la fantaisie n'était qu'un aspect d'un profil cognitif beaucoup plus vaste. Elle m'a montré une vidéo qui a tout changé pour moi. Cette vidéo, elle expliquait que nous fonctionnons pas tous de la même façon. Que c'est pas juste qu'il me manque un sens, mais que mon cerveau s'est développé différemment avec ses forces et ses faiblesses. J'étais pas incomplet, je suis différent. On se rassure comme on peut. C'est comme si toute ma vie, j'avais cru que j'étais juste nul en dessin, et puis un jour, quelqu'un me dit « Mais non frérot, t'es pas nul en dessin, t'as juste pas de crayon. Tiens, prends cet ordinateur à la place. » Et soudain, je réalise que je peux créer autrement. Alors j'ai fait ce que tout être humain rationnel ferait à ma place. J'ai commencé à interroger ChatGPT sur mon propre cerveau. Je suis aphantasique, est-ce que tu peux m'expliquer Est-ce que les gens qui ont de la fantaisie ont comment aussi... s'appelle cette façon de mémoriser ou... Et tu vois, la beauté des IA, c'est qu'elles sont parfaites pour ce genre d'exploration. Elles ne jugent pas, elles ne t'interrompent pas pour raconter leur propre expérience, et elles se fatiguent jamais de tes questions existentielles à 2 h du matin. Et c'est en creusant comme ça que j'ai commencé à identifier des patterns sur moi-même. Des trucs que j'avais toujours fait sans jamais y réfléchir, mais qui maintenant prenaient tout leur sens. Par exemple, j'ai réalisé que mon cerveau fonctionne comme une base de données. Pas d'images, mais des connexions conceptuelles ultra précise, je repère des patterns, j'identifie des incohérences, je fais des liens que d'autres ne voient pas. Mon cerveau fonctionne sur un mode hyper sémantique, privilégiant les sens, les relations, les concepts, plutôt que les images ou même les émotions. Bon, encore un autodiagnostic réalisé avec ChatGPT à la fiabilité douteuse, on est d'accord. Là où la plupart des gens se souviennent en revoyant des scènes comme dans un film, moi j'ai compris que ma mémoire fonctionne plutôt par association conceptuelle plutôt que par image. Forcément, j'en vois pas. Quand je me souviens de quelque chose, c'est pas une scène qui revient, c'est plutôt un réseau d'informations liées. Qui était là, ce qui s'est dit, l'ambiance générale, les conclusions que j'en ai tirées. C'est comme si mon cerveau créait automatiquement des fiches récapitulatives pour chaque expérience. Tu sais, c'est comme quand quelqu'un te dit « Tu te souviens de la robe de Maria lors de la soirée de Noël ?» Et là, les visualiseurs normaux, ils se mettent à décrire en détail « Ah oui, la rouge avec les petites paillettes argentées sur les manches. » Pendant ce temps, dans ma tête, c'est plutôt alors, Marie, présente au Noël 2022, information vestimentaire non enregistrée, bon, probablement une tenue festive, information manquante. Mais le plus fascinant dans tout ça, c'est la plasticité du cerveau. On n'est pas condamné à rester limité par nos câblages initiaux. Pour les émotions, je les ressens pas intuitivement, mais j'en ai développé une compréhension intellectuelle par observation et itération. Ce qui me permet de naviguer dans le monde social presque comme un humain fonctionnel. C'est comme si j'avais développé un manuel interne d'interprétation émotionnelle. Si la personne fait X, alors elle ressent probablement Y. Alors, est-ce que j'ai trouvé la solution à ces différences cognitives? Non. Pas du tout. Est-ce que j'ai appris à communiquer parfaitement avec tous les types de cerveau?
Pas encore. Mais j'ai compris quelque chose d'important, c'est que cette différence, c'est pas un défaut à corriger, c'est un mode de fonctionnement à comprendre et à optimiser. Genre à la suite de la conversation avec ChatGPT, je te dirai un petit peu plus tard comment le faire, ça m'a permis de lui poser la question, à partir de tout mon fonctionnement de mon cerveau, comment optimiser ma vie, comment je peux faire ça mieux, comment je peux faire ça mieux, c'est quoi les domaines dans lesquels je serais super fort et dans lesquels j'ai des avantages concurrentiels. Genre vraiment, c'est hyper intéressant de faire cet exercice. Et ça m'aide à comprendre comment je fonctionne. Donc c'est cool, même si j'ai pas encore d'utilité ultra précise dans le vrai monde. C'est récent cette prise de conscience, mais déjà ça change mon regard sur moi-même. Au lieu de me demander pourquoi je fonctionne pas comme les autres, je commence à me demander comment exploiter au mieux ma façon unique de traiter le monde. Et c'est là que de rencontrer quelqu'un qui fonctionne comme Anna devient particulièrement intéressant. On partage cette caractéristique particulière, la fantaisie, donc on peut pas avoir d'image, mais nos mécanismes compensatoires, nos stratégies d'adaptation sont différents. On a chacun trouvé notre chemin pour naviguer dans un monde conçu par et pour les visualiseurs. Et du coup, combien d'autres mondes mentaux il existe autour de nous? Combien y a-t-il de façons fondamentalement différentes de penser, de réfléchir, de percevoir, de ressentir? Avant tout, c'est important de comprendre qu'on n'est pas divisé en catégories bien nettes et précises. On existe sur des spectres. Certains sont des visualiseurs extrêmes, capables de projeter des images d'une netteté photographique dans leur tête. D'autres comme moi sont à l'autre bout, incapables de voir quoi que ce soit, mais la plupart des gens se situent quelque part entre les deux. Ils peuvent visualiser, mais avec une clarté variable selon les situations. C'est pareil pour tous les autres aspects, le dialogue intérieur, comme j'en parlais avant, l'empathie émotionnelle, la mémoire. On n'est pas dans des boîtes séparées, mais dans des continuums complexes et entrelacés. Et du coup, pour te citer plein de modes de pensée, pour que tu puisses peut-être t'identifier et surtout pouvoir creuser dans une discussion dans ChatGPT comment tu fonctionnes toi. Il y a la pensée verbale, linguistique, donc la fameuse voix dans ta tête, la pensée visuelle, la pensée auditive, son, musique, la pensée kinesthésique, les sensations corporelles, les mouvements mentaux, la pensée olfactive, gustative, bon c'est moins commun mais ça peut arriver, donc ça c'est pour les modes de pensée sensoriels, mais tu as des modes de pensée conceptuels, donc la pensée hypersémantique comme je l'ai décrit, la pensée abstraite qui va servir à manipuler des pensées conceptuel, théorique, et t'as des modes processuels. La pensée analytique en fait partie, donc décomposer logiquement étape par étape les choses. La pensée intuitive, donc une compréhension globale et immédiate. La pensée associative, de faire des liens rapides entre les choses, instantanés quasiment. Et la pensée convergente, donc qui est reliée directement à la créativité et à chercher des alternatives. Voilà, ça te fait une petite liste sur lesquelles creuser. Je suis pas rentré dans le détail, mais le but c'est de pouvoir individualiser pour toi. Et pour revenir à la question qui reste en suspens, comment créer des vraies connexions malgré ces différences? Franchement, je sais pas encore. Ce serait un peu hypocrite de ma part de donner des conseils sur comment communiquer entre ces mondes différents, alors que je viens tout juste de découvrir le mien. J'ai pas encore testé grand chose. Ce que je peux dire par contre, c'est que juste de savoir que ma différence existe, ça change déjà ma perspective. Quand quelqu'un réagit d'une façon qui me semble bizarre maintenant, au lieu de me dire il est con, il fait exprès, je me demande plutôt, et s'il habitait pas dans un monde mental différent que le mien? Et du coup, pour lui, ça fait totalement sens. Ça rend plus patient, plus curieux aussi. Mais pour le reste, je suis encore au stade de l'exploration. Si t'as des idées ou des expériences là-dessus, évidemment, je suis preneur. Parce que vraiment, c'est un mystère fascinant. Allez, je te propose une dernière expérience. La prochaine fois que tu parleras avec un proche, demande-lui comment il se souvient des événements. Voit-il des images? Entend-il des sons? Ressent-il des émotions? La réponse pourrait te surprendre. Et elle pourrait t'aider aussi à comprendre comment la personne fonctionne. Et donc pourquoi elle réagit parfois d'une manière qui te semble étrange. Et toi? Prends une seconde maintenant. Comment ton cerveau fonctionne? Quand tu te souviens de tes dernières vacances, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Images, émotions, concepts, une voix qui te décrit ce qui s'est passé? Et pour aller plus loin, tu peux faire un petit résumé de cette vidéo à ChatGPT, ou même prendre le transcript directement et de lui balancer, et demande-lui de t'aider à creuser en te posant des questions pour comprendre comment ton cerveau fonctionne en détail, et pourquoi pas comment agir en conséquence, ou dans quel domaine tu pourrais avoir un avantage concurrentiel. Ces explorations, elles m'ont fait comprendre quelque chose de fondamental. La plupart de nos incompréhensions ne viennent pas de mauvaises intentions ou d'un manque d'intelligence, elles viennent du fait que nous habitons littéralement dans des réalités différentes. Tu t'es déjà senti incompris, comme si tu parlais une langue étrangère, même dans ta propre famille? C'est peut-être parce que tu habites dans un monde mental que les autres ne peuvent pas voir. T'as déjà eu cette connexion immédiate avec quelqu'un, comme si vous vous compreniez
sans avoir besoin de vous expliquer? C'est peut-être parce que vos mondes se ressemblent. D'ailleurs, toutes ces explorations sur comment nos cerveaux fonctionnent, ça m'a fait réfléchir à un truc. Combien de personnes passent à côté de ce pourquoi elles sont vraiment faites, juste parce qu'elles l'ont jamais testé? Genre moi par exemple, j'ai découvert que j'adorais le montage vidéo complètement par hasard. Et maintenant, c'est devenu central dans ma vie. Ça m'a permis de voyager, de bosser d'où je veux, de créer exactement ce que j'ai envie de créer. Et justement, Paul, le monteur avec qui je bosse sur l'accompagnement Monteur Pro, il m'a montré des témoignages des élèves qui ont eu cette transformation de vie grâce au montage. Mathias, par exemple, il était chanteur d'opéra en galère financière, avec un objectif initial de 300 € par mois, et résultat, il fait 3600 € en 3 mois, et plus de 33 000 sur l'année qui vient de s'écouler. Au bout de un mois et demi, j'ai eu mon premier client, donc là c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours fait environ. Du coup, mon premier client, Mike Horn, j'ai eu 4 clients d'un coup. J'ai un gars que je suis depuis 1 an et demi qui m'a lui-même prospecté, alors que je me suis dit, c'est le gars, c'est mon modèle, tu vois, c'est un peu mon idole. Et au final, c'est lui qui m'a prospecté. Je lui ai répondu, je tremblais carrément, tu vois. Et donc je voulais générer à peu près 500 € par mois. C'est mon deuxième mois depuis que je suis actif avec les clients. Et je suis à plus de 1000 €. J'ai doublé mon objectif, mais je suis trop content. Le truc de fou, c'est qu'ils venaient d'horizons complètement différents. Aucun profil type. Aucune compétence en montage préalable d'ailleurs. Ce qui les ont unis, c'est qu'ils ont tous testé. Ils ont pris quelques heures pour découvrir qu'ils avaient une affinité pour ça. Parce que le montage vidéo aujourd'hui, c'est pas juste faire de jolis effets. C'est littéralement sculpter l'attention humaine. C'est décider de ce que les gens vont ressentir, quand ils vont être captivés, comment ils vont réagir. Si t'as déjà regardé une vidéo en te disant « Putain, comment ils ont fait pour me tenir en haleine comme ça ?» Bah, c'est le montage. Et niveau lifestyle, bon, Paul, par exemple, a 20 ans, il fait 40 000 € par mois avec son agence, ses élèves travaillent d'où ils veulent, certains voyagent en montant depuis des cafés à Bali, ou d'autres bossent depuis leur salon. Plus de patron, plus besoin de pointer, plus de transport, juste ton ordi et ta créativité. Donc si tu t'es déjà dit que ta vie manquait de liberté, de créativité, ou juste de revenus décents, Paul a créé une masterclass gratuite de quasiment 2 heures où j'interviens. Pas de blabla théorique, on te montre concrètement comment ça marche. Il ouvre Première Peau et il te montre en direct. Tu verras ses techniques exactes, comment trouver des clients, comment ses élèves sont passés de 0 à plusieurs milliers d'euros par mois. Et franchement, si t'as quelques heures à perdre sur Netflix cette semaine, autant les investir sur quelque chose qui pourrait littéralement changer ta vie. Le lien est en description. Vas-y maintenant pendant que tu y penses. Bref, le but de cette vidéo, c'était surtout de t'apporter une perspective nouvelle et inhabituelle et t'y faire réfléchir dessus. C'est que des hypothèses, mais ça m'a bien mindfuck, donc j'avais envie d'en parler. Alors la prochaine fois que quelqu'un te semblera complètement incompréhensible, rappelle-toi que ce n'est pas forcément qu'il est complètement stupide, irrationnel ou de mauvaise foi. Bon, parfois c'est le cas, mais c'est peut-être juste qu'il vit dans un monde invisible que tu ne peux pas voir. Maintenant, tu sais qu'il existe.